Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde glamour et scandaleux des princesses du dollar. De riches héritières américaines qui ont traversé l'Atlantique à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour épouser l'aristocratie européenne. Ces mariages n'étaient pas que romantiques, mais des échanges d'argent contre titres, domaines et prestige social. Rejoignez-moi pour découvrir tout cela et plus encore. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur l'archétype et la plus célèbre des princesses dollars, la mariée à 100 millions. Consuelo Vanderbilt. Consuelo Vanderbilt est née à New York le 2 mars 1877. Son père, William Kissim Vanderbilt, descendait d'une des familles les plus riches d'Amérique à l'âge doré. Vanderbilt, dirigeant ferroviaire, a renommé le grand hippodrome romain de Phineas Taylor Barnum à New York en Madison Square Garden. En 1879, 2 ans après la naissance de Consuela, sa mère était Alva Erskine Smith, une future dirigeante du mouvement suffragiste américain. Consuela a été nommée d'après sa marraine, la plus proche amie de sa mère, Consuelo Isnaga, qui était à moitié cubaine. Bien que née dans une famille très aisée, l'éducation de Consuela était loin d'être idéale, surtout selon les normes actuelles. En grandissant, elle portait une tige en acier le long du dos pour garantir une posture droite. Sa mère imposait cela et était une figure généralement autoritaire, dictant ce que Consuela devait porter et n'hésitait pas à recourir à la punition physique si Consuela lui désobéissait. En plus, son enfance fut isolée car elle recevait l'instruction à domicile par des précepteurs et enseignants privés. Il faut comprendre la dynamique familiale plus large pour saisir comment la vie de Consuela s'est déroulée au cours des décennies suivantes. Elle est née dans la famille Vanderbilt, l'une des plus riches et puissantes de l'Amérique de l'âge doré, grâce à la fortune de l'arrière-grand-père de Consuela, Cornelius Vanderbilt. Cornelius fit fortune dans les années 1830-1840 en dominant le transport maritime et fluvial à New York et sur la rivière Hudson. Il a investi ses gains pour se diversifier dans le ferroviaire, posant des milliers de kilomètres de voies à travers les États-Unis dans les années 1850-1860. Dans les années 1870, peu de temps avant sa mort, on pensait qu'il était devenu l'homme le plus riche du monde. Même si ces choses étaient plus difficiles à quantifier au XIXe siècle qu'elles ne le sont aujourd'hui. William Henry Vanderbilt, grand-père de Consuelo et fils de Cornelius, hérita de l'essentiel de la fortune familiale en 1877, mais il mourut en 1885 et la richesse fut ensuite partagée entre un nombre croissant de Vanderbilt. Pourtant, les principaux bénéficiaires du testament de William étaient un Cornelius Vanderbilt II, l'oncle de Consuelo, ainsi que son père. Ils héritèrent d'environ 55 millions, une somme équivalente à près de 2 milliards dans l'argent d'aujourd'hui. Ainsi, Consuela est née dans une famille d'une immense richesse. Malheureusement, cette richesse allait façonner sa vie autant de manière négative que positive dès le début de son adolescence. Des spéculations existèrent déjà sur qui Consuela épouserait. Après tout, elle était la fille de l'un des hommes les plus riches du monde, et un mariage avec elle apporterait d'énormes richesses à tout prétendant potentiel. Sa mère en était parfaitement consciente et était déterminée à ce que Consuela fasse un mariage de haut rang. De plus, en devenant une jeune femme, il était évident que l'héritière Vanderbilt n'était pas seulement immensément riche, mais aussi très attirante. James Matthew Barrie, auteur de Peter Pan, plaisantait « Je passerai la journée dans la rue juste pour voir Consuelo monter en voiture ». À la fin de son adolescence, il semble que la mère de Consuelo ait décidé que sa fille épouserait un membre de l'aristocratie britannique. Elle n'était pas la seule à penser ainsi. Alors que de nombreuses familles américaines devinrent immensément riches dans la seconde moitié du XIXe siècle, elles utilisaient leurs filles comme ce qu'on appelait des princesses dollars, c'est-à-dire que de riches héritières américaines épousaient des aristocrates britanniques. L'argent neuf en Amérique s'alliait à la noblesse européenne dans ces unions. Cependant, une autre raison motivait l'insistance d'Alva.
En mars 1895, Alva avait divorcé de son mari, William Vanderbilt, et par conséquent avait été exclue de la haute société. Désespérée de retrouver sa position sociale, Alva avait besoin que Consuelo épouse un noble de très haut rang. Et par chance pour elle, il y avait un candidat idéal pour une telle union. Il s'agissait de Charles Spencer Churchill, le 9e duc de Marlborough, descendant de l'une des familles nobles les plus renommées de Grande-Bretagne. Le premier duc ayant dirigé l'effort de guerre britannique pendant la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle. À l'époque, il avait bâti l'un des plus grands domaines britanniques, le palais de Blenheim. Cependant, les Spencer-Churchill étaient tombés dans une certaine détresse économique à la fin du XIXe siècle, malgré le grand honneur de leur maison. Ainsi, l'union entre le 9e duc et Consuelo était un mariage de convenance. Marlborough obtiendrait les fonds nécessaires pour, selon lui, sauver le palais de Blenheim. Alors que les Vanderbilt achetaient leur place dans l'aristocratie britannique et qu'Alva retrouvait sa position sociale, Consuelo n'entra pourtant pas volontairement dans ce mariage lorsque sa mère l'évoqua d'abord. Elle s'était déjà secrètement fiancée à Winthrop Rutherford, un mondain de l'époque qui était nettement plus âgé que Consuelo. Consuelo était alors totalement intimidée et soumise à sa mère. Et bien qu'elle n'ait aucun intérêt à épouser Spencer Churchill, elle accepta l'union à la demande de sa mère. Apparemment, ce qui l'a poussée à agir ainsi, c'est lorsque sa mère l'a manipulée émotionnellement en affirmant que sa santé se détériorait de façon dramatique. En raison du manque de volonté de Consuelo à accepter ce mariage, l'union fut officialisée le 6 novembre 1895, alors que Consuelo n'avait que 18 ans. Apparemment, alors qu'elle se tenait devant l'autel, elle pleurait sous son voile. Dans le cadre de l'accord, Marlborough reçut 25 millions de dollars d'actions Vanderbilt, soit près de 100 millions aujourd'hui. Si cette union fut très bénéfique financièrement pour les Spencer-Churchill, elle fut un désastre sur le plan personnel. Consuelo et Charles durent tous deux abandonner les relations qu'ils entretenaient avant le mariage, et ils ne s'entendaient pas du tout. En effet, Alva Vanderbilt, la mère de Consuelo, a admis librement des années plus tard qu'elle avait forcé sa fille à épouser Marlborough. Consuelo et Charles se sont rapidement engagés avec d'autres personnes. Elle a commencé une relation avec Reginald Fellows, cousin de Marlborough. Pendant ce temps, le duc s'est entiché d'une mondaine américaine du nom de Gladys Mary Deacon, qui est devenue sa maîtresse. En 1906, le duc et sa femme étaient effectivement séparés. Bien qu'ils soient restés officiellement mariés jusqu'aux années 1920, malgré la nature malheureuse de leur union, leur mariage a tout de même donné naissance à 2 enfants. Jean Albert, né le 18 septembre 1897, devient le 10e duc de Marlborough en 1934. Un an après Jean, Ivor est né le 14 octobre 1898. Ivor s'est distingué en France pendant la Première Guerre mondiale et a reçu la Légion d'honneur française. Malgré la nature discrète de son mariage avec le duc de Marlborough, Consuela était adorée par les domestiques et le personnel du palais de Blenheim, ainsi que dans la région plus large de l'Oxfordshire où il se trouvait. Dans les années 1890 et 1900, elle était considérée comme une figure compatissante de la lignée Spencer-Churchill et montrait une grande générosité envers les hôpitaux de maternité et les associations caritatives locales. Consuelo avait épousé Marlborough alors que la politique européenne était marquée par des tensions croissantes. Depuis les années 1870, les grandes puissances rivalisaient, portées par le nationalisme. Rivalité pour les colonies en Afrique et Asie et tensions entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au début du XXe siècle, 2 grandes alliances armées s'étaient formées à travers le continent. Et en 1914, une crise régionale dans les Balkans a éclaté en Première Guerre mondiale. Consuelo s'est vite engagé dans des actions philanthropiques et caritatives pour soutenir l'effort de guerre dans sa nouvelle patrie. Le 5 août 1914, quelques jours seulement après le déclenchement de la guerre, elle, accompagnée de Lou Hoover, l'épouse du futur président américain Herbert Hoover, et de Lady Randolph Churchill, a fondé l'American Women's War Relief Fund, une organisation d'expatriés américaines destinée à financer et soutenir les efforts de guerre en Grande-Bretagne. Les années suivantes, Consuelo, via l'American Women's War Relief Fund,
a collecté des fonds depuis l'Amérique pour aider la Grande-Bretagne, jusqu'à l'entrée des États-Unis dans la guerre avec la Grande-Bretagne et la France en 1917. Le fonds a également utilisé l'argent collecté pour financer des usines de tricotage et des ateliers, et a même équipé un hôpital militaire. À la fin de la guerre, ce qu'on appelait l'hôpital de guerre des femmes américaines avait soigné plus de 7000 soldats blessés. Consuelo et Charles ont officialisé leur divorce en 1921, alors que Consuelo était depuis longtemps en couple avec Jacques Balsan. Balsan, pionnier de l'aviation, avait débuté avec les ballons au début du siècle avant de se consacrer à la construction d'avions. Après avoir collaboré avec les frères Wright, premiers à faire voler un avion à Kitty Hawk en 1903. Lui et Consuelo étaient ensemble depuis des années avant qu'elle n'obtienne enfin le divorce de Marlborough. À peine cela terminé, Consuelo et Jacques se marièrent. Le 4 juillet 1921, il avait 52 ans, elle 44. Le second mariage de Consuelo fut heureux. Dans une autobiographie rédigée par un nègre littéraire dans les années 1950, Consuelo qualifia sa période avec Palisandre. Ils vécurent surtout à Paris dans les années 1920-1930 et échappèrent de justesse à la ville lors de l'avancée nazie. À l'été 1940, fuyant d'abord vers l'Espagne puis le Portugal avant de se diriger vers les États-Unis, ils s'installèrent ensuite en Floride, où ils passèrent le reste de leur vie en Amérique. Consuelo et Jacques passèrent une grande partie de leurs dernières années de mariage à Manalpin, une petite communauté du comté de Palm Beach, Floride. Ici, elle et son second mari firent construire un grand manoir qui fut nommé Casa Alva en l'honneur de la mère de Consuelo. Bâti sur un domaine de 150 acres, la maison s'étendait sur 2400 mètres carrés et lorsqu'elle fut vendue dans les années 1950, elle était estimée à 568 000 $, une somme équivalente à plusieurs millions aujourd'hui. Casa Alva a une place unique dans l'histoire moderne. En 1946, le cousin par alliance de Consuelo, issu de son premier mariage. Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, a séjourné ici avant un discours au Westminster College, Missouri. Ainsi, on pense qu'il a peaufiné et répété son célèbre discours du rideau de fer chez Consuelo. Dans ce discours, il a tristement décrit la domination soviétique en Europe de l'Est et centrale comme un rideau de fer s'abattant sur le centre de l'Europe. Consuelo et Jacques ont vécu leurs dernières années de mariage en Floride, tout en gardant des résidences à New York et Long Island. En 1953, l'autobiographie de Consuelo, rédigée par un nègre littéraire, Stuart Preston, un critique d'art et écrivain américain, a été publiée sous le titre « L'éclat et l'or ». Elle offrait un récit divertissant, bien que très sélectif, de sa vie et du monde d'une héritière de l'âge d'or. Jacques s'est décédé le 4 novembre 1956 à New York, puis enterré à Paris après rapatriement en France. Malheureusement, son fils cadet, Ivor, est décédé en septembre 1956 avant d'atteindre ses 60 ans, seulement quelques semaines avant Jacques. Après leur décès, Consuelo a vendu la Casa Alva et a principalement résidé à New York et à Long Island par la suite. Consuelo est décédée à son domicile de Southampton, à Long Island, le 6 décembre 1964 à l'âge de 87 ans. Son corps a été rapatrié en Angleterre et enterré à l'église Saint-Martin de Bladen, dans l'Oxfordshire, près du palais de Blenheim, aux côtés de son fils Ivor. La majeure partie de sa fortune est revenue à son fils survivant, le 10e duc de Marlborough. À présent, explorons la vie de la femme considérée comme la toute première princesse de l'art, Lady Randolph Churchill. La femme qui allait un jour être connue sous le nom de Lady Randolph Churchill est née à Brooklyn, à New York, le 9 janvier 1854. En tant que Janet Jerome, fille de Léonard Jerome, homme d'affaires américain, spéculateur foncier et personnalité sportive, sa mère était Clarissa Jerome, née Hall, dont le père, Ambrose Hall, était lui-même propriétaire terrien et ancien membre de la législature de New York. Janet, vite surnommée Jenny, est née dans une famille éminente de la haute société new-yorkaise. Alors que l'Amérique commençait à entrer dans l'âge d'or et à s'imposer comme la puissance économique et politique de l'hémisphère occidental.
Jenny grandit dans un environnement international, la famille Jérôme vivant entre New York, Paris et parfois l'Angleterre. L'île de Wight supposait être l'origine de la famille Jérôme. Elle apprit à jouer du piano à un niveau très élevé sous la tutelle de Stephen Heller, un ami du plus grand compositeur et pianiste du milieu du XIXe siècle, Frédéric Chopin. Elle fut aussi remarquée pour sa beauté à l'âge adulte. Le 15 avril 1874, peu après son 20e anniversaire, Jenny épousa Lord Randolph Henry Spencer Churchill à l'ambassade britannique à Paris, en France. Il était le troisième fils de John Winster Spencer Churchill, 7e duc de Marlborough, issu d'une des plus grandes lignées aristocratiques britanniques. Le couple s'était rencontré 6 mois plus tôt lors d'une régate sur l'île de Wight, s'est fiancé en quelques jours puis marié quelques mois après. Pourtant, au début, tout ne fut pas si simple. Les parents de Lord Randolph furent vraiment choqués lorsque leur fils annonça ses fiançailles. Non seulement il venait de rencontrer la jeune femme, mais elle était aussi une Américaine tatouée, ambitieuse et d'origine modeste. Ce n'était évidemment pas ce qu'ils avaient en tête. Ils ont tenté d'empêcher le mariage, mais en découvrant la richesse de sa famille, leur avis a changé. La demande en mariage de Jenny s'accompagnait d'une dot équivalente à plus de 5 millions aujourd'hui. Les parents de Lord Randolph ont accepté à contre-cœur cet argent, sachant qu'il leur serait bénéfique. Ainsi, elle acquit un titre de noblesse, devenant connue sous le nom de Lady Randolph Churchill, même si le couple ne le savait pas à l'époque. Ils ont lancé une tendance où des héritières américaines cherchant du statut social épousaient l'aristocratie britannique. Nombre de ces héritières américaines étaient filles d'autodidactes. Elles étaient issues de la nouvelle richesse, et ainsi les membres bien établis de la haute société américaine les évitaient, même si elles étaient plus riches. Si seulement ces femmes avaient un titre de noblesse de cette façon, elles gagneraient instantanément du statut social, et la position de la famille au sein de la haute société serait assurée. En Grande-Bretagne, de nombreux aristocrates, surtout propriétaires de grands domaines, avaient besoin d'argent pour les entretenir. Par conséquent, des années 1880 aux années 1910, des centaines de riches héritières américaines ont afflué en Angleterre à la recherche d'un mari. Ces femmes sont devenues connues sous le nom de princesses dollars, et la plupart considèrent Lady Jenny Churchill comme le premier exemple de ce phénomène. En tant qu'épouse de Randolph, Jenny a rapidement été propulsée dans la vie politique britannique. Dès la fin des années 1870, Randolph devint un membre influent des bancs arrière du Parti conservateur au Parlement britannique. Il critiquait les principaux membres de son parti, alors qu'il perdait de largement face au Parti libéral de William A. Gladstone. Dans les années 1880, Randolph était l'un des chefs du futur quatrième parti, un groupe dissident chez les conservateurs. Dans ce rôle, il cherchait à populariser l'idée que les conservateurs n'étaient pas un parti élitiste de l'aristocratie, mais qu'ils représentaient autant la population dans son ensemble que les libéraux. Cette politique efficace a mené à la nomination de Randolph comme secrétaire d'État à l'Inde en 1885. Jenny a soutenu la carrière politique de Randolph dans les années 1880, faisant campagne avec lui et jouant un rôle actif dans la Primrose League, fondée par Randolph et Sir Henry Drummond Wolff en 1883, groupe de réflexion du Parti conservateur. Elle organisait aussi des soirées de collecte de fonds pour surveiller les ennemis politiques de son mari et favoriser des alliés. Une évolution qui a amené certains à spéculer que Lady Randolph a inventé le concept du partisinaire des ennemis mortels. Quel que soit le profil des invités, Jenny parvenait généralement à charmer les gens, ses qualités mondaines étant remarquées par beaucoup. Cela aidait trop son mari dans sa vie politique, car là où Jenny était aimable, il avait une brusquerie que beaucoup trouvaient rebutante. Derrière le soutien public, le mariage de Jenny et Randolph était troublé. Cela tenait surtout au fait que Randolph était atteint de syphilis, probablement déjà à un stade avancé lors de son mariage avec Jenny vers 1875. 2 enfants sont néanmoins nés après leur union. Winston et John Winston sont arrivés le 30 novembre 1874, un peu plus de 8 mois après le mariage du couple. Et il est probable qu'il ait été conçu avant leur mariage.
Contrairement à ce que certains pensaient, John est né 6 ans plus tard. Dans les années 1880 et 1890, des rumeurs circulaient sur sa paternité. Beaucoup pensaient que Lord Randolph n'était pas le père. Une supposition presque totalement infondée, car il ressemblait à son père et était également frappant de ressemblance avec son frère aîné. Pourtant, ces rumeurs avaient un fondement, car à l'époque, les nombreuses liaisons de Jenny étaient publiques. La plus sérieuse de ces liaisons était avec le comte Kinsky, un diplomate rattaché à l'ambassade de Londres de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Elle était également liée à l'époque au prince de Galles, futur Édouard VII, au prince Milana Bremenik de Serbie et à Herbert von Bismarck, fils d'Otto von Bismarck. Dans les cercles mondains de Londres fin 19e, Jenny était surnommée Lady Jane Snatcher pour ses nombreuses liaisons avec des hommes mariés, bien qu'elle soit devenue plus discrète avec le temps. La carrière de Randolph déclina à la fin des années 1880 et au début des années 1890, notamment en raison des accusations récurrentes de déloyauté envers Lord Salisbury. Aussi en raison de sa santé déclinante. Elle était causée par la syphilis, aggravée à l'âge adulte, ainsi que par une possible tumeur cérébrale et une sclérose en plaques. Il n'a pas été aidé par le fait que son médecin lui a prescrit une consommation de mercure pour traiter sa syphilis. Vers le milieu des années 1890, la situation était suffisamment grave pour que lui et Jenny décident d'entreprendre un tour du monde. L'espoir était qu'un changement radical de climat entraînerait une amélioration de sa santé. Le voyage fut écourté après la détérioration de son état, en Égypte fin 1894. Quelques mois après le départ, lui et Jenny rentrèrent vite en Angleterre, où il mourut fin janvier 1895. Randolph mourut en 1895, laissant Jenny veuve à la quarantaine. Elle ne chercha pas tout de suite à se remarier, préférant débuter une carrière littéraire facilitée par sa position sociale. Par exemple, en 1899, elle fonda et dirigea l'Anglo-Saxon Review, une revue trimestrielle publiée 4 fois par an par l'éditeur londonien John Lane. Elle attira la contribution de certains écrivains de renom, notamment Henry James, et la liste des abonnés comprenait des membres de la royauté, des chefs d'État et des familles politiques influentes. Cependant, dès le début, elle était vendue à un prix excessif, Jenny ayant décidé de faire relier la revue en cuir avec des dorures, ce qui faisait qu'elle coûtait 1 guinée par volume. Elle a échoué après 10 numéros. À cette période, Jenny s'est engagée à présider un comité de femmes américaines en Grande-Bretagne, soutenu par la haute société américaine. Objectif : financer l'équipement d'un navire médical à envoyer en Afrique du Sud. Après le début de la Seconde Guerre des Boers en 1899, Jenny s'est rendue dans la colonie britannique à bord du navire hôpital Main pour son voyage inaugural vers la zone de guerre. En 1908, elle publia aussi un mémoire intitulé « Les souvenirs de Lady Randolph Churchill ». Celui-ci connut un succès modeste aussi bien dans sa patrie d'adoption, la Grande-Bretagne, que dans son pays natal, les États-Unis. De plus, à peu près à la même époque, elle avait écrit une pièce intitulée « Ses plumes empruntées », qui fut jouée sur la scène londonienne en 1909. Jenny s'est remariée 2 fois après la mort de son mari. Son deuxième mariage fut avec George Frederick Middleton, Cornwallis West, un officier éminent des Scots Guards, qu'elle a rencontré lors de son engagement à envoyer une aide médicale en Afrique du Sud en 1899. À son retour en Grande-Bretagne, le couple s'est marié le 20 juillet 1900. Jenny avait 20 ans de plus que son nouveau mari, qui n'était lui-même que de 2 semaines l'aîné de son fils aîné, Winston. Ainsi, le mariage était mal vu dans certains cercles de la société. Cependant, au final, ce n'est pas leur différence d'âge, mais une liaison qui a progressivement mis fin à leur union. En 1909, alors que la pièce de Jenny était jouée à Londres, George a entamé une relation avec Beatrice Rose Campbell, l'actrice principale de la représentation. Cela marqua le début du déclin de son mariage avec Jenny. Ils se séparèrent en 1912 et divorcèrent en 1914. Ce divorce a eu lieu pendant que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe.
Jenny est retournée aux préoccupations de la Seconde Guerre des Boers et a présidé l'hôpital de guerre des femmes américaines à Paignton pendant ces 4 années. Elle se rendait également régulièrement en personne dans un hôpital à Lancaster Gate, dans la capitale, pour s'occuper des soldats blessés qui s'y rétablissaient. Fin 1917, l'évolution du conflit mondial était claire. Alors que les États-Unis, pays natal de Jenny, soutenaient en la Grande-Bretagne, cela mena à la défaite allemande en novembre 1918. À cette époque, Jenny avait épousé Montagu Phippin Porch, un officier colonial qui avait servi en Afrique. Il ne semble pas que ce fût une union romantique, mais plutôt un mariage dans lequel les deux personnes sont entrées parce qu'ils profitaient à leur statut social. Comme elle l'a elle-même noté plus tard, « Mon deuxième mariage était romantique mais pas réussi. Mon troisième mariage était réussi mais pas romantique. » Lorsque Montagu est retournée à son emploi au Nigeria peu de temps après le mariage, elle est restée en Grande-Bretagne. La vie de Jenny a, bien entendu, été commentée du fait qu'elle était la mère de Winston Churchill, l'une des figures politiques les plus importantes de l'histoire moderne. En effet, elle a elle-même joué un rôle dans son ascension politique. Par exemple, après la mort de son premier mari en 1895, elle a utilisé son influence sociale et ses relations politiques pour soutenir les ambitions grandissantes de son fils aîné. Son intervention auprès du troisième marquis de Salisbury a permis au jeune Winston d'être envoyé en expédition au Soudan. Début de l'association avec la colonisation britannique, menant Winston à servir pendant la Seconde Guerre des Boers. Quelques années plus tard, malgré son soutien à sa carrière politique, la relation entre la mère et le fils restait distante. Jenny était absorbée par la complexité de ses propres affaires et, après un certain moment, il était en Afrique. Il écrira plus tard à propos de sa vie familiale d'enfance que, dans l'ensemble, c'était une vie ensoleillée. Mais les enfants Churchill, selon les chercheurs, n'étaient pas la priorité de leurs parents. Le besoin ultérieur de Winston de réussir en politique et d'être reconnu pourrait venir d'une quête d'approbation parentale jamais obtenue dans son enfance. La carrière de Winston a souffert de son rôle dans la campagne mal jugée de Gallipoli contre l'Empire ottoman. Cependant, il a regagné de l'influence dans les années 1920 et est vite devenu chancelier de l'Échiquier, un poste où il n'a pas vraiment réussi non plus. Cependant, sa mère ne vivrait pas assez longtemps pour voir cela en 1921, alors que son troisième mari était absent en Afrique. Elle est tombée dans les escaliers d'une maison dans le Somerset en rendant visite à des amis, se fracturant la cheville. La gangrène s'est ensuite installée. C'était en grande partie incurable, car cela précédait la découverte de la pénicilline par Alexandre Fleming contre les infections bactériennes. Par conséquent, sa jambe a dû être amputée. Cependant, cette mesure n'a pas résolu le problème. Et elle s'est morte subitement chez elle à Londres le 29 juin 1921, à l'âge de 67 ans, d'une hémorragie artérielle à la cuisse. Elle a été enterrée à Bladen, dans la ville de Woodstock, dans l'Oxfordshire. Là, elle a été inhumée aux côtés de son premier mari. Des années après la mort de Jenny, son fils Winston Churchill a perdu son poste de chancelier de l'Échiquier. Après son éviction du gouvernement, il a vécu environ 10 ans d'exil politique, période appelée les années de traversée du désert. Pendant ces années, Churchill a mis en garde le pays contre la menace croissante de l'Allemagne nazie, jusqu'à ce qu'il soit finalement renommé Premier Lord de l'Amirauté en 1939. L'année suivante, il devient Premier ministre et dirige la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, jouant un rôle clé contre les nazis. À cause de cela, malgré tous ses défauts, il est considéré par beaucoup comme le plus grand Britannique ayant jamais vécu. Ensuite, nous nous tournons vers une femme dont la beauté et l'élégance ont captivé l'Empire britannique et qui est devenue la vice-reine de l'Inde impériale, Lady Mary Curzon. Mary Victoria Leiter est née à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 27 mai 1870. La mère de Mary était Mary Teresa Carver et son père était Levi Ziegler Leiter. Mary était la deuxième de 4 enfants, un frère aîné, Joseph, né en 1868, et 2 sœurs plus jeunes, Nancy, 1873, et Margaret, 1880.
Dès son jeune âge, le père de Mary, Levi, travailla dans une entreprise de produits ventes secs dans l'Ohio avant de partir à Chicago. Au moment de la naissance de Mary en 1870, il s'était imposé comme une figure importante du commerce de la ville, aux côtés de Marshall Field. Pourtant, lorsque Mary n'était qu'un bébé d'1 an, un terrible incendie a ravagé sa ville natale. Le grand incendie de Chicago, comme on l'appelle aujourd'hui, fut une conflagration qui brûla en octobre 1871, tuant 300 personnes et détruisant environ 33 miles carrés, soit 9 km carrés de la ville. Le magasin de Leiter a été réduit en cendres, mais il a vite reconstruit malgré ce revers. Et peu de temps après, la société Field Leiter & Company allait devenir le principal détaillant de produits secs de tous les États-Unis. Ainsi, l'argent a afflué et la famille Leiter a vite accumulé une immense fortune valant des centaines de millions de dollars actuels. En 1881, Leiter a vendu sa participation et s'est retiré du commerce de produits secs. Le nom a ensuite été changé en Marshall Field et Company. Leiter a quitté l'entreprise pour se consacrer à ses investissements immobiliers et a ainsi pu s'installer à Washington, District of Columbia, avec sa famille. La jeune Mary a principalement grandi dans une maison sur Dupont Circle, dans une demeure qui avait auparavant appartenu à James. J. Blaine, sénateur américain de longue date, a été 2 fois secrétaire d'État au gouvernement américain. Même l'ancienne résidence de Blaine ne suffisait pas au goût de Levi Leiter. Pendant que Mary grandissait, la maison Leiter, une résidence de 55 pièces, était construite à Washington pour devenir leur nouveau domicile. Cependant, Mary n'y vivrait pas pendant une longue période en tant que fille d'un riche homme d'affaires américain. À une époque où les filles étaient de plus en plus jugées aussi méritantes que les garçons pour l'éducation, Mary reçut une éducation respectable. À Washington. Éduquée à domicile par des précepteurs et gouvernantes, elle se concentra sur l'histoire, les sciences, les classiques, ainsi que la danse, le chant et la musique. Grâce à la présence d'une gouvernante française, elle était également capable de parler couramment le français à la fin des années 1880 dans l'ensemble. Beaucoup ont souligné, à l'âge adulte, son esprit et sa vaste culture, affirmant que cela lui donnait l'assurance et la distinction qui la rendaient si séduisante aux yeux des personnes brillantes et mûres. Mary fit ses débuts dans la société à l'hiver 1888, après avoir atteint l'âge de 18 ans. À l'époque, elle était remarquée comme une belle jeune femme. Grâce à ses manières et à son éducation, elle était une candidate idéale pour épouser un aristocrate britannique. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, beaucoup de filles de riches hommes d'affaires américains épousaient des fils de l'aristocratie britannique, devenant les princesses dollars américaines. Dans ce processus, de tels arrangements étaient mutuellement bénéfiques. Dans de nombreux cas, la famille britannique avait besoin de nouveaux fonds pour entretenir ses magnifiques domaines, et son style de vie mondain en Angleterre s'étant souvent lourdement endetté au fil des années. Alors que le mariage avec l'aristocratie britannique conférait à des familles comme les Leiter un statut social qu'il était impossible d'acquérir uniquement avec de l'argent en Amérique. Au final, Mary épouserait un membre des Curzon de Kedleston, une famille aristocratique dont la lignée remontait jusqu'à la conquête normande de l'Angleterre au XIe siècle. Ayant voyagé de France en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, les Curzon, Mary rencontra pour la première fois George Curzon à Londres lors d'un événement mondain en 1890. À cette époque, il était déjà un député conservateur âgé de 31 ans. Malgré la différence d'âge, ils entamèrent rapidement une cour assidue, qui dura plus longtemps que d'habitude pour l'époque, et les mena à se marier le 22 avril 1895 à Washington. Les premières années de mariage de Mary et George se déroulèrent en Angleterre, où elle fut vite reconnue comme un atout pour Curzon. Pendant la campagne des élections parlementaires de 1895 l'Esprit, les qualités sociales et l'accessibilité de Curzon lui valurent de nombreux soutiens lors d'une élection serrée pour garder son siège de Southport. Curzon a d'abord épousé Mary pour sa fortune afin de sauver son domaine. Il tomba vite amoureux d'elle et leur union fut très heureuse.
Durant ces années, le mari de Marie est devenu une voix influente sur la politique britannique en Asie centrale. Le Raj britannique s'était étendu au cours du XIXe siècle jusqu'au Pakistan et avait tenté, sans succès, d'annexer l'Afghanistan. Un autre problème était la menace grandissante de l'Empire russe, qui voulait s'étendre du sud de la mer Caspienne vers la Perse et l'Afghanistan. Curzon avait écrit plusieurs ouvrages sur la Perse et la politique britannique dans la région dans les années 1890, même lorsqu'il courtisait Marie. En effet, une partie de l'attirance de Marie pour lui semble avoir été son intérêt pour les études orientales. Le gouvernement britannique s'y intéressait également, et en 1898, grâce à ses publications et pétitions concernant la région, Curzon fut nommé vice-roi du Raj britannique, l'un des postes politiques les plus importants au monde, à l'époque. À sa nomination, Curzon devint baron d'Irlande sous le titre de baron Curzon de Kedleston et Mary devint baronne Curzon. Ensemble, le couple partit pour l'Inde, où Mary devint vice-reine, une sorte de première dame de l'Inde britannique. Les Curzon arrivèrent au port de Bombay, plus ancienne possession britannique en Inde, le 30 décembre 1898. À leur grande joie, ils furent accueillis par des foules enthousiastes et des saluts royaux. De là, ils se rendirent à Calcutta, la capitale de l'Inde britannique, où l'on estime que plus de 100 000 personnes assistèrent à leur réception à la maison du gouvernement. Presque immédiatement, Marie fut remarquée pour sa beauté et son respect, étant décrite avec beaucoup de flatterie dans toute l'Inde. Bien que Calcutta fût la capitale, pendant les mois d'été, la chaleur était intense. Le gouvernement se retirait à Shimla, dans le nord de l'Inde, où une grande partie de la population mondiale était curieusement dirigée depuis une station de montagne. Ce serait la vie des Curzon pendant 6 ans. Ils résidaient surtout à la résidence du gouvernement à Calcutta, se rendaient à Shimla l'été et parcouraient parfois le pays pour leur travail. Mary, en tant que vice-reine, dirigeait surtout la haute société britannique en Inde. À cette époque, la communauté coloniale restait assez distante du peuple indien. Ces interactions étaient surtout avec les épouses et filles des milliers d'administrateurs et employés britanniques du gouvernement du Raj. À ce titre, elle s'est forgée une réputation pour avoir encouragé la haute couture en Inde et intégré des éléments de textile et de styles indiens dans sa propre tenue, les popularisant ainsi au sein de la communauté coloniale. Cela aurait finalement un impact sur la mode en Europe, où les créateurs de Londres, Paris et d'autres villes étaient avides de nouvelles idées concernant la mode orientale et asiatique. L'un des aspects les plus importants du mandat de Marie en tant que vice-reine fut l'organisation du Durbar de Delhi de 1902. Il fut organisé pour célébrer l'accession d'Édouard VII comme empereur des Indes. Il était seulement le second monarque britannique à recevoir ce titre après sa mère, la reine Victoria. La cérémonie s'est tenue sur une plaine isolée près de Delhi, capitale historique et autochtone de l'Inde. Les Curzon ont supervisé les préparatifs d'un grand défilé militaire et d'une cérémonie ici en 1902, destinée à affirmer la domination britannique sur le sous-continent. À leur grande déception cependant, le roi n'entreprit pas lui-même le voyage en Inde pour l'événement et envoya à la place son frère, le duc de Connaught, pour le représenter. Cela signifiait que les Curzon étaient au centre de l'attention le premier jour, entrant sur le terrain à dos d'éléphant, alors que le Durbar se terminait par un bal de couronnement. Présidé par Marie et son mari, avec elle portant un magnifique ensemble de bijoux et une somptueuse robe faite de fils d'or et d'argent, appelée la robe du Pan. On dit que lorsqu'elle est entrée dans la salle, la foule en est restée sans voix, ce qui montre bien l'étendue de sa beauté et de son élégance. Le mariage de Marie a donné 3 filles. Irène était l'aînée et est née en janvier 1896, peu de temps après leur mariage. Plus tard, elle sera père britannique, mondaine et philanthrope. En conséquence, elle siégea à la Chambre des Lords anglaise à partir de 1925. Malgré de nombreux prétendants, elle ne s'est jamais mariée ni n'a eu d'enfant. Elle s'est engagée dans de nombreuses œuvres caritatives,
notamment en tant que présidente de l'Union des clubs de jeunesse de Londres. La deuxième fille de Marie, Cynthia, est née en 1898. Elle était peut-être l'enfant la plus controversée de la famille Curzon, car en 1920, elle a épousé Oswald Mosley. À l'époque, étoile montante de la politique anglaise avec de grands talents, il devint tristement célèbre au début des années 1930 en fondant l'Union britannique des fascistes. Elle et Oswald ont eu 3 enfants ensemble, mais Cynthia est décédée en 1933 avant de les voir devenir adultes. Comme la vie politique d'Oswald l'a conduit à être détenu par le gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Irène a fini par jouer le rôle de tutrice pour ses enfants. Enfin, Alexandra est née en 1904. Elle a aussi participé au mouvement fasciste britannique des années 1930, jouant un rôle objectif. Entre son beau-frère, Mosley, qui était aussi son amant, et le gouvernement de Benito Mussolini en Italie, par l'intermédiaire de son autre amant, Dino Grandi, un ambassadeur italien à Londres. Tout cela malgré le fait qu'en 1925, elle avait épousé le major Edward Dudley Metcalfe, le meilleur ami et écuyer d'Édouard VIII. Mary s'est fait connaître en Inde pour son travail en tant que défenseuse de l'environnement, et à bien des égards, elle a été une pionnière dans ce domaine. En particulier, elle tenait à mettre fin à la chasse excessive du rhinocéros blanc. Cela est arrivé à la fin de son mandat de vice-reine de l'Inde, après avoir visité Kazaranga pour voir ces animaux sans en apercevoir. Cela a amené Curzon à penser que l'animal était dans un état de dépeuplement tel que même dans les régions où il prospérait autrefois, il y avait un énorme déclin. En conséquence, elle a défendu la création de la réserve forestière de Kazaranga, qui est devenue l'ancêtre de l'actuel parc national de Kazaranga. Elle était sans doute en avance sur son temps en soutenant de tels efforts. Au moment où Marie travaillait sur son projet de conservation, son mari était impliqué dans un affrontement de plus en plus amer avec le chef de l'armée britannique en Inde. Herbert Kitchener était vu comme un grand héros de guerre britannique. Victorieux à Omdurman contre les Mahdistes en 1898, il conquit la région. Il s'est opposé aux Français à Fashoda et a participé à la répression de la Seconde Guerre des Boers. Curzon avait ensuite adressé une pétition au gouvernement britannique pour être nommé commandant en chef des forces en Inde. Mais la relation s'est rapidement détériorée, Curzon estimant que les réformes de Kitchener concernant la garnison britannique étaient préconçues pour saper son autorité. En tant que vice-roi en 1904, ils étaient en profond désaccord, mais c'est finalement Kitchener qui l'a emporté. En 1905, il fut rappelé en tant que vice-roi. Lui, Mary et leurs enfants rentraient chez eux. Au moment où ils quittèrent l'Inde en 1905, la santé de Mary était déjà en déclin. Elle s'était affaiblie lors de sa 3e grossesse difficile et d'une fausse couche précoce. Le climat tropical de l'Inde et le rythme de vie généralement ardu qu'elle maintenait en tant que vice-reine n'ont rien fait pour arranger les choses. Cela fut encore aggravé par le long voyage de retour en Angleterre après la fin du mandat de son mari en tant que vice-roi en 1905. De retour, la situation n'a pas changé. Elle est morte de complications liées à sa fausse couche et à l'opération à son domicile de Carlton House Terrace, Westminster, Londres, le 18 juillet 1906. Elle n'avait que 36 ans. Une fin tragique pour l'une des plus célèbres de celles qu'on appelait les princesses dollars. Après le décès de Lady Curzon, son mari bouleversé fit construire une chapelle commémorative en son honneur attenante à All Saints, l'église paroissiale de Kedleston Hall. En 1917, Lord Curzon épousa Grace Elvina Innes, une autre héritière américaine de renom. Lord Curzon mourut finalement en 1925 et fut enterré aux côtés de sa première épouse. Après la mort de sa seconde épouse, elle fut enterrée hors de l'église. On pense que Mary Curzon et ses 3 enfants ont en partie inspiré le personnage fictif de Lady Grantham et ses 3 filles, dans la célèbre série de ITV Downton Abbey. Notre prochaine histoire nous ramène à la Dollar Princess, qui a marqué l'histoire non seulement par son mariage, mais aussi en ouvrant la voie en tant que première femme députée britannique. Nancy Astor, Nancy Witcher Langhorne, est née à Langhorne House, à Danville, en Virginie,
le 19 mai 1879. Elle était la 8e des 11 enfants de Nancy Witcherkin et Chiswell Danby Langhorne. Les Langhorne étaient une vieille famille du Sud, riche grâce à leur fortune acquise au XVIIIe et XIXe siècle. Grâce au travail des esclaves et à la production prospère de tabac et de coton, piliers de l'économie des plantations, les Langhorne s'étaient aussi lancés dans la construction ferroviaire en plein essor dans les années 1840 et 1850. Mais l'empire commercial de Chiswell Langhorne s'est effondré après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, laissant la famille en plein déclin. À la naissance de Nancy en 1879, les Langhorne traversaient leurs premières difficultés depuis des décennies. Chiswell réussit cependant rapidement à redresser la situation en utilisant les contacts commerciaux établis de longue date par sa famille. Il décrocha d'importants contrats ferroviaires dans les États du Sud après la guerre de sécession, ce qui permit d'accroître la fortune des Langhorne à la fin des années 1870 et au début des années 1880. Dans les années 1890, alors que Nancy entrait dans l'adolescence, les Langhorne avaient difficilement retrouvé leur richesse et leur statut social. Dans les années 1890, Nancy passait surtout son temps chez les Langhorne. New Manor en Virginie est la résidence familiale à New York, une ville où chaque puissante dynastie de l'âge d'or américain possédait une somptueuse demeure. Nancy a étudié dans une école de perfectionnement pour jeunes femmes, où elle a appris les classiques, les langues étrangères, la danse et les bonnes manières. Les sœurs Langhorne deviendront célèbres pour leur beauté et leur éducation. Comme vous le verrez, Nancy prouvera son intelligence dans les années à venir, mais cela suscitera toujours une part de controverse. Adolescente à New York, Nancy rencontra Robert Gould Shaw, deux héritiers d'une riche famille de Boston, célèbre pour ses contributions à la cause de l'Union pendant la guerre de sécession. Ils se sont mariés à Manhattan le 27 octobre 1897, peu après les 18 ans de Nancy. Malheureusement, leur mariage a été troublé presque dès le tout début. Robert avait 7 ans de plus que Nancy, mais ce n'était pas leur âge qui causait les problèmes dans leur mariage. Même la naissance de leur fils Robert Jr. en 1898 n'a pas sauvé leur mariage, et le couple était déjà séparé en 1901. Les amis de Robert disaient que Nancy, puritaine autoritaire, étouffait son mari, alors que les proches de Nancy affirmaient que le mariage avait échoué à cause de l'alcoolisme et de l'infidélité de Robert. En réalité, les deux parties avaient peut-être raison. Le cœur brisé mais déterminé, Nancy décida de se réinventer, une ambition qui allait bientôt la mener de l'autre côté de l'Atlantique et entrer dans l'histoire. Nancy ne divorça officiellement de Robert qu'en 1903, une année marquée par un autre chagrin avec la mort de sa mère. En deuil et perdue, elle retourna en Virginie pour vivre chez son père en 1904 avide d'un nouveau départ. Nancy partit pour une tournée en Angleterre, emmenant avec elle son jeune fils Bobby, dont elle avait obtenu la garde exclusive. Elle tomba vite amoureuse de l'Angleterre. Sentant sa réticence et voyant à quel point elle était heureuse à l'étranger, son père l'encouragea à s'y installer définitivement, lui disant que c'était aussi le souhait de sa mère. Pour faciliter la transition, il lui suggéra même d'emmener sa jeune sœur Phyllis avec elle pour l'aventure. Nancy devint vite célèbre dans la société anglaise comme une Américaine pleine d'esprit et intrigante. Elle était arrivée à une époque où de riches Américaines épousaient l'aristocratie britannique pour gagner en statut les célèbres princesses dollars. En raison de cette tendance, on lui demanda « Êtes-vous venue pour prendre nos maris ?» Nancy répondit « Si vous saviez comme j'ai eu du mal à me débarrasser du mien. » Cette remarque a aussitôt séduit l'Assemblée, révélant l'esprit vif qui ferait d'elle une vedette de la haute société londonienne. Étonnamment, Nancy trouva vite un nouveau mari. En 1905, elle rencontra Waldolph Astor, le fils de William Waldolph, vicomte Astor, un important homme d'affaires et philanthrope américano-britannique. Il avait hérité d'une fortune considérable de son père, John Jacob Astor III, et il accumula ensuite encore plus de richesses grâce à diverses entreprises.
grâce à un empire hôtelier qui s'étend toujours dans le monde. Par coïncidence, Nancy et Waldorf avaient exactement le même âge, tous deux nés le même jour en 1879, et il était lui aussi né aux États-Unis, bien qu'il ait grandi en Grande-Bretagne. Ils ont développé une relation étroite et se sont mariés en 1906, alors qu'il avait à tous les deux 27 ans. Lorsque le père de Waldorf est décédé en 1919, ils sont devenus Lord et Lady Astor, et ce titre était resté avec Nancy pour le reste de sa vie. Après leur mariage, le couple a surtout vécu à Londres, dans une somptueuse maison à St. James's Square, partageant leur temps avec un grand domaine dans le Buckinghamshire. Contrairement à son premier mariage, Nancy était heureuse avec Waldorf. Il était un mari dévoué et aimant, et ils ont finalement eu 5 enfants ensemble. William Waldorf, né en 1907, Nancy Phyllis, née en 1909, Francis David, né en 1912, Michel, né en 1916, et un quatrième garçon, John Jacob, né en 1918. Cette vie a permis à Nancy de s'épanouir en tant qu'hôtesse de renom parmi l'élite sociale. Mais son ambition ne s'est pas arrêtée là, préparant le terrain pour son entrée dans une sphère bien plus vaste. Politique britannique, Nancy Astor est aujourd'hui surtout connue pour avoir été la première femme membre du Parlement dans l'histoire parlementaire britannique, ou du moins la première députée à avoir siégé. En réalité, c'est Constance Markievicz d'Irlande qui fut la première femme députée, ayant été élue à Westminster en 1918. Pourtant, elle n'a jamais siégé au Parlement. C'est parce qu'elle était membre du Sinn Féin qui refusait de siéger à Londres et créait un parlement dissident à Dublin. Dès le début de leur mariage, Nancy avait encouragé son mari à tenter une carrière en politique. Il a réussi dans cette voie et, en 1918, il est devenu député de Plymouth-Sutton. Pourtant, à la mort de son père en 1919, Aldulf devint le deuxième vicomte Astor et devint membre de la Chambre des Lords, ce qui l'obligea à abandonner son siège. Cela a entraîné une élection partielle à Plymouth-Sutton. Après le succès du mouvement pour le suffrage en Grande-Bretagne, Nancy saisit l'occasion et fit campagne pour le siège. À l'âge de 40 ans, elle remporta l'élection partielle en novembre 1919, entrant dans l'histoire en devenant la première femme à siéger au Parlement britannique. Nancy Astor gardera son siège pendant 26 ans. Comme nous le verrons, elle était connue pour être cruelle, et son mandat de députée fut souvent très controversé, mais il fut également marqué par des réalisations importantes. Elle a rejoint le parti conservateur et unioniste, ou conservateur, appelé Tories, à la fin des années 1920. Lady Astor a mené campagne pour protéger les femmes contre les abus, défendre un traitement équitable des adolescentes devant les tribunaux et soutenir l'aide aux femmes vulnérables et mères célibataires, à Londres et dans d'autres grandes villes. Astor a également encouragé d'autres femmes à entrer en politique, en servant à partir de 1924 comme première présidente de l'Association électorale pour les femmes, qui promouvait l'implication des femmes en politique. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, pendant l'entre-deux-guerres, elle s'est imposée comme l'une des principales figures féministes du Parlement, ce qui constitue son héritage le plus durable. À mesure que le climat politique se dégradait, les opinions de Lady Astor devenaient de plus controversées. Si les années 1920 furent une période de promesses et de réussite pour Nancy dans la vie politique, les années 1930 furent tout le contraire. Alors que l'extrémisme politique montait en Occident, elle devint plus virulente dans son soutien à diverses positions controversées. Par exemple, Nancy était farouchement opposée au catholicisme romain, un préjugé façonné par la vague d'immigration irlandaise et italienne en Amérique entre les années 1840 et 1920. Cependant, ses opinions plus radicales entraient en conflit avec les attitudes plus tolérantes et laïques qui s'imposaient en Grande-Bretagne. Aussi nuisible que fût son anticléricalisme, il est néanmoins éclipsé, rétrospectivement, par la controverse entourant ses opinions sur le peuple juif. Il est indéniable que Nancy Astor était antisémite. Cependant, cette attitude était loin d'être inhabituelle en Europe pendant l'entre-deux-guerres. Il faut se souvenir de cela alors que le régime nazi accentuait la persécution des Juifs dans les années 1930
Les gouvernements britanniques et américains n'ont offert qu'un soutien limité aux réfugiés fuyant l'Allemagne et l'Autriche. Mais l'antisémitisme de Nancy Astor allait encore plus loin. Elle croyait à une théorie du complot répandue, affirmant que les Juifs collaboraient secrètement avec socialistes et communistes pour détruire la société occidentale et instaurer un nouvel ordre mondial. À la fin des années 1930, Nancy Astor a noué une alliance notoire avec Joseph Kennedy Sr., ambassadeur américain en Grande-Bretagne et père de John F. Kennedy. Apparemment, Astor aurait même suggéré à Kennedy que la persécution des Juifs par les nazis n'était pas une raison suffisante pour entraîner la Grande-Bretagne et l'Amérique dans la guerre. Elle avait aussi une relation cordiale avec Joachim von Ribbentrop, ambassadeur nazi en Grande-Bretagne, et en parlait favorablement à la fin des années 1930, mais ses opinions extrémistes allaient finalement la pousser vers l'isolement politique, marquant le début de la fin de sa carrière. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et l'entrée des États-Unis dans le conflit en décembre 1941 ont vu Lady Asta être reléguée à l'écart de la scène politique. Ses adversaires politiques ont ressorti sa position favorable antérieure envers les nazis. Ses difficultés politiques s'accentuèrent avec des drames personnels. Elle perdit des proches et dut affronter l'imprévisibilité croissante de son fils. Issu de son premier mariage, qui avait hérité de l'affinité de son père pour l'alcool, Astor fit peu pour redorer sa réputation à mesure que la guerre s'éternisait, et ses remarques controversées ne firent qu'alimenter la colère du public. Elle fut vivement critiquée pour avoir insinué que les soldats britanniques du front sud, notamment en Italie, évitaient avant les combats plus dangereux du nord de la France. Après d'idées, cela, combiné à ses opinions irréductibles sur les minorités ethniques et religieuses, ainsi que sa position envers le peuple juif. Même après la révélation des horreurs de l'Holocauste en 1944-1945, les dirigeants du Parti conservateur conclurent qu'elle était un handicap. Après la guerre, à l'été 1945, lorsque Churchill convoqua des élections anticipées, Nancy Astor apprit qu'elle ne recevrait aucun soutien si elle se représentait. Ni de son parti, ni même de sa propre famille. Son mari l'avertit que si elle se présentait aux élections, elle serait seule. Furieuse et humiliée, elle fut contrainte de se retirer. Après 26 ans au Parlement, la carrière politique de Nancy Astor s'est terminée non pas sous les applaudissements, mais dans le ressentiment et le regret, et sa chute n'était que le début d'un long et solitaire dernier chapitre. La retraite de Nancy de la politique l'a laissée profondément aigrie. Lors d'événements publics, elle critiquait souvent les autres, accusant la direction conservatrice de l'avoir poussée à quitter le Parlement. Au fur et à mesure que la Grande-Bretagne se libéralisait, les idées dépassées de Nancy paraissaient les plus décalées et son amertume pesait sur son mariage. Elle et Waldorf ont commencé à voyager séparément et ont vite vécu chacun de leur côté. Malgré la rupture, ils se sont réconciliés peu avant la mort de Waldorf, le 30 septembre 1952. Il est décédé à 73 ans. Nancy Astor est décédée à 84 ans au château de Grimsthorpe, en Angleterre, le 2 mai 1964. Ses dernières années furent marquées par l'isolement. Tous ses nombreux frères et sœurs étaient décédés avant elle, et la relation de Nancy avec ses enfants s'est tendue au point qu'elle avait peu ou pas de contact avec eux. Cependant, sa fille Nancy s'est occupée d'elle pendant sa dernière maladie. Aujourd'hui, l'héritage de Nancy Astor est un champ de bataille de contradictions. Pour certains, elle reste une icône féministe et une pionnière qui a brisé les barrières politiques pour les femmes. Pour d'autres, elle est rappelée comme une antisémite impénitente dont les préjugés entachent ses réalisations. La vérité, c'est qu'elle était à la fois une pionnière et une personne profondément imparfaite. Pour finir, revenons sur l'une des premières et plus célèbres princesses Scotia-Dollar, ainsi qu'une personne souvent oubliée par l'histoire. Consuela Montagu. Consuelo Isnaga est née à une date inconnue en 1853 sous le nom de Francisca Maria de la Consolation Isnaga à New York, bien qu'elle soit connue toute sa vie sous le nom de Consuelo.
Elle était la deuxième des 4 enfants nés d'Antonio Modesta Isnaga del Valle et de son épouse Elemaria Isnaga, née Clément. Ils eurent 3 enfants, Fernando 1850, Natica 1856 et Emily 1859. La famille de Consuelo était aisée des 2 côtés. Son père, Antonio, était issu d'une dynastie de riches cubains ayant dirigé des plantations de sucre sur l'île pendant des générations, à l'époque où ce commerce était très lucratif. Ils avaient aussi des liens datant d'avant la migration familiale à Cuba avec l'aristocratie espagnole. Mais leur richesse était de l'argent entaché de sang, ayant été accumulé grâce à la traite des esclaves qui servait à alimenter l'industrie sucrière dans les Caraïbes. Pendant des siècles, la richesse de la famille de la mère de Consuelo provenait de sources plus éthiques. Les Clément du comté de Dutchess à New York avaient commencé à prospérer peu de temps avant la naissance de Consuelo. Cela était dû à leur investissement précoce dans la nouvelle technologie des bateaux à vapeur qu'ils faisaient naviguer sur le fleuve Hudson et les eaux entourant Manhattan et le Grand New York. Cela devint vite une industrie prospère, enrichissant de nombreux Américains de l'âge doré, dont Cornelius Vanderbilt, devenu l'homme le plus riche des États-Unis et peut-être du monde. Consuela a principalement grandi sur la plantation de Ravenswood, paroisse de Concordia en Louisiane, sa famille possédant aussi des biens à New York, Cuba, dans les États du Sud et à Rhode Island. Ce fut une éducation aisée, avec des gouvernantes pour gérer la maison et des précepteurs privés. Bien que de nombreux détails de sa jeunesse restent obscurs, ses intérêts ultérieurs et les témoignages montrent clairement que Consuela était bien éduquée. À mesure que la richesse des Isnaga augmentait dans la seconde moitié du XIXe siècle, ils étaient de plus en plus courtisés par l'aristocratie britannique pour établir des liens matrimoniaux. À cette époque, de nombreuses anciennes familles nobles de Grande-Bretagne connaissaient des difficultés financières. Après des siècles à entretenir de somptueuses maisons à Londres et à la campagne, de nombreuses familles avaient vu leur fortune entamée par des membres imprudents, jouant aux cartes à la capitale ou investissant dans des activités spéculatives. Par exemple, le boom et l'effondrement du chemin de fer dans les années 1840 avaient appauvri de nombreuses dynasties autrefois aisées en Grande-Bretagne. C'est dans cet environnement que beaucoup de ces mêmes familles ont commencé à marier leurs fils et leurs filles à ceux de familles américaines nouvellement riches. C'était un échange réciproque. Les familles britanniques avaient soulagé leurs problèmes financiers, tandis que les familles américaines gagnaient en prestige social en épousant un aristocrate britannique. Les Isnaga se sont rapidement impliqués dans ce phénomène, mais on pourrait penser que leur immense fortune et la richesse historique d'Antonio leur donneraient en tout le prestige dont ils auraient besoin. Pourtant, ce n'était pas le cas. L'héritage cubain des Isnagas et le fait que Clément était une nouvelle fortune signifiaient qu'ils étaient généralement exclus de la haute société américaine, comme la plupart des familles riches. Dès lors, ils désespéraient en recevoir d'être acceptés socialement et voyaient Consuelo comme leur accès. Donc, même si elle ne le savait pas encore, Consuela allait bientôt traverser l'océan Atlantique pour épouser un prétendant britannique. Elle allait ainsi rejoindre la première vague des princesses dollars américaines, comme on les nommait. À la fin de son adolescence, dans les années 1870, Consuela entra dans la haute société new-yorkaise et devint vite appréciée pour sa beauté et son esprit. Bien qu'elle ait fréquenté les cercles de certaines des filles des familles les plus riches de l'époque, comme les Vanderbilt et les Jerome, elle et sa famille n'étaient toujours pas acceptées par le sommet de la haute société new-yorkaise. Les exclus de cette élite finiront par épouser des héritiers britanniques plus tard. Leurs débuts à New York dans les années 1870 ont été immortalisés des années plus tard. Dans les flibustiers d'Edith Wharton, les personnages sont inspirés de vraies héritières américaines, dont son amie Consuelo. À New York, Consuelo a retrouvé sa meilleure amie d'enfance, Alva Erskine Smith, avec qui elle avait grandi dans le Sud avant la guerre de sécession. Alva allait bientôt épouser William Kissam Vanderbilt, et c'est Consuelo qui les avait présentés au départ. À la naissance de son premier enfant, Alva a choisi Consuelo comme marraine et donné à sa fille son prénom.
Je parle de Consuelo Vanderbilt, célèbre héritière américaine, épouse du 9e duc de Marlborough, qui sauva le palais de Blenheim vers 1870. Un mariage a été proposé pour que Consuelo épouse George Victor Drogo Montagu, vicomte Mandeville. Il était l'héritier de William Montagu, 7e duc de Manchester, l'une des principales lignées aristocratiques de Grande-Bretagne. Sa lignée remontait jusqu'au XIe siècle, lorsque le fondateur de la dynastie, Drogo de Montagude, avait accompagné Guillaume le Conquérant en Angleterre en 1066 dans le cadre de la conquête normande du pays. Mais comme beaucoup d'autres familles nobles, ils étaient de plus en plus appauvris au XIXe siècle, et ils avaient du mal à maintenir le train de vie somptueux auquel ils s'étaient auparavant habitués. Le mariage de Consuelo et George, le 22 mai 1876 à l'église Grace à Manhattan, New York, a tout changé. Il a acquis une dot de 6 millions grâce à cette union, une somme énorme équivalente à plus de 150 millions dans l'argent d'aujourd'hui. Pendant que ces nagas devenaient une sensation sociale à New York et acquéraient des liens avec l'aristocratie britannique. Consuelo a rencontré le vicomte lors d'une soirée et est immédiatement tombée amoureuse de George. Cela semblait être une union parfaite, néanmoins, il semble que ces sentiments n'allaient orienter que dans un seul sens. De plus, les parents de Montagu n'approuvaient pas le mariage et ont même essayé de l'empêcher. Elle devait affronter l'hostilité de sa belle famille, l'infidélité de George et de constantes tensions dans leur union. Ces problèmes étaient accentués par ses dépenses importantes pour ses maîtresses, les music-halls de Londres et le jeu. Finalement, le père de George, le duc de Manchester, les a exilés sur les terres familiales en Irlande, espérant que George y mettrait fin à ses dépenses excessives. L'Irlande n'a guère freiné l'extravagance de George, mais c'est là qu'ils ont fondé une famille. 3 enfants sont nés. William arriva en 1877 et deviendra le duc de Manchester. Un jour, en 1879, 2 filles sont arrivées, entourant l'année. Jacqueline-Marie, connue sous le nom de May, est arrivée la première, suivie d'Alice Éléonore, que la famille appelait Nell. C'est à cette époque qu'Hélène, la mère de Consuelo, a emmené ses filles célibataires à Londres pour les présenter à la société. C'est là que Maria de la Natividad, dite Natica, a rencontré et épousé Sir John Lister Kay, 3e baronnet. Elle a investi dans la situation économique familiale, mais malgré cela, tout a empiré. En 1914, Sir John a comparu au tribunal de la faillite à Londres après un investissement immobilier. Dans les Balkans, ce qui a mal tourné lorsque les guerres là-bas se sont intensifiées dans les années 1910. En 1883, l'ami de Consuelo, Alva, a organisé un bal costumé extravagant pour enfin s'introduire dans la haute société new-yorkaise qui était gardée par Madame Astar. La fête a été un immense succès et a bouleversé le monde de l'âge doré, l'élite sociale de New York. Cela aurait été une pause méritée dans la vie triste de Consuelo en Angleterre, d'autant plus qu'elle était invitée d'honneur. C'est également cette année-là que le duc a permis à la famille de retourner en Angleterre. À cette époque, George avait déjà dilapidé une grande partie de la dot obtenue par son mariage avec Consuelo en Angleterre, mais Consuelo restait malheureuse. Son mari était souvent absent, la laissant seule pour naviguer dans les classes supérieures anglaises, très compliqué. Elle se lia vite d'amitié avec d'autres héritières américaines qui devinrent avec le temps les favorites de Bertie, prince de Galles et futur roi Édouard VII. Les héritières américaines organisaient des dîners intimes et des soirées de cartes ensemble. Consuelo jouait du banjo, racontait des histoires osées en fumant un cigare, ce que le prince de Galles et son épouse Alexandra de Danemark appréciaient beaucoup. Grâce à cela, toutes les portes d'Angleterre s'ouvrirent à Consuelo. En 1890, à la mort du 7e duc de Manchester, George lui succéda. À cette époque, lui et Consuelo vivaient en grande partie séparés, George ayant emménagé avec l'une de ses maîtresses, Bessie Bellwood. Cela avait été rapporté dans les journaux et avait humilié Consuelo, malgré le fait qu'à cette époque, elle était une favorite de la haute société. Lorsqu'il a acquis le titre de duc, il a décidé de renoncer à Bessie et d'essayer de donner l'apparence d'une vie de famille normale. Mais cela n'a pas duré longtemps.
Il était mort en août 1892 seulement, 2 ans après être devenu duc, d'une cirrhose du foie provoquée par sa vie dissolue et son alcoolisme quasi chronique. Ainsi, le fils de Consuelo, William, est devenu le 9e duc de Manchester à seulement 15 ans. Cependant, l'argent restait un souci. Pour y remédier, Consuelo a commencé à aider d'autres héritières américaines à trouver un mari britannique titré, tout comme elle avait aidé sa jeune sœur. Consuela donnait des cours d'étiquette et conseillait les héritières et leurs mères sur l'habillement et la location de maisons. Pendant la saison, Consuelo organisait également des thés et des dîners, afin que les jeunes femmes puissent être présentées à des célibataires éligibles. Le mariage le plus célèbre auquel Consuelo a participé fut celui de sa filleule, Consuela Vanderbilt. Son mariage avec le 9e duc de Marlborough en novembre 1895 a fasciné la société new-yorkaise et généré de nombreux gros titres. Le mariage fut l'événement mondain de l'année et Alva remercia Consuelo, améliorant ainsi sa situation financière. Consuelo est aujourd'hui associée à la tiare Manchester qui a été réalisée pour elle par la maison Cartier en 1903. Elle présente 7 cœurs en diamant sertis sur or et argent, chacun avec 3 diamants pendants en leur centre. Un motif en volute amovible repose sur un unique diamant serti clos. Consuela a fourni à Cartier plus de 1000 diamants, auxquels Cartier en a ajouté d'autres pour le réaliser. Tout cela témoignait des dépenses extravagantes des membres de la famille Montagu, ce qui, comme nous allons le voir, a eu des répercussions pour leurs héritiers qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui avec la douairière, duchesse de Manchester. Consuelo a vécu dans les années 1800, 90 et 1900 à Kimbolton House, demeure historique des Montagu dans le Cambridgeshire, alors qu'elle a élevé son fils pour qu'il assume les devoirs du duché de manière plus responsable que son mari ne l'avait fait. Malheureusement, William devint aussi dépensier et imprudent avec l'argent que son père. Les années de veuvage de Consuelo furent également assombries par des tragédies familiales. La tuberculose était devenue l'une des maladies les plus brutales dans le monde développé au cours du XIXe siècle. En 1895, elle emporta sa fille aînée, May, et 5 ans plus tard, elle causa également la mort de Nell. Ainsi, Consuela ne resta qu'avec William parmi ses enfants. Un nouveau siècle commençait. Ces tragédies furent seulement en partie compensées après l'avènement d'Édouard VII en 1901. Ses soucis financiers furent également soulagés en 1902 lorsque son frère mourut, lui ayant laissé un héritage. 2 millions dans son testament, soit environ 70 millions aujourd'hui. Vers le milieu des années 1900, Consuela développa une névrite, une inflammation sévère des systèmes nerveux central et périphérique. Cela finit par lui coûter la vie le 20 novembre 1909 alors qu'elle était dans la cinquantaine. Ses sœurs et ses amis étaient à ses côtés lorsqu'elle est décédée. Avant sa mort, elle vivait à Grosvenor Square et était suivie par Sir Alfred Fripp, chirurgien ordinaire du roi Édouard. Pendant cette période, le roi demandait fréquemment des nouvelles de son état, malgré les habitudes de dépenses de son mari et de son fils. À sa mort, elle laissa une fortune de 25 millions de livres sterling à diverses causes et à sa famille. Elle a aussi légué son bracelet en rubis et diamants à la reine Alexandra en signe d'affection et d'estime. Après son décès, le corps de Consuela a été placé dans un cercueil et recouvert de magnifiques couronnes, puis transporté par train de Londres à Kimbolton, où des funérailles ont eu lieu le 24 novembre. Le même jour, un service commémoratif s'est tenu à la chapelle royale du palais Saint-James à Londres. Après sa mort, la famille de Consuelo et celle de ses frères et sœurs ont souvent eu des problèmes financiers, aggravés par divorce, dépenses excessives et dettes. Le 10e duc de Manchester, le petit-fils de Consuela, a été contraint de vendre le siège ancestral de la famille, le château de Kimbolton, en 1951. Le 12e duc a ensuite purgé une peine de prison pour fraude et le 13e duc pour tentative de cambriolage. Finalement, en 2007, la célèbre tiare de Manchester. Le bijou le plus précieux de Consuela, symbole de la richesse apportée par les Montagu à la dynastie Manchester, a été remis au gouvernement britannique contre un allègement des droits de succession que la famille devait.
Aujourd'hui, elle est conservée au Victoria and Albert Museum à Londres, témoignant de la folie entourant souvent les mariages. Concernant les princesses américaines du dollar comme Consuela Montagu, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les princesses du dollar et cette plongée approfondie dans chacune de leur vie. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez plus de vidéos comme celle-ci ou sur des sujets similaires, faites-le moi également savoir dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.